suis Isabelle de Lestrade, je suis nouvellement présidente de la commission ERM. Je co-anime ce groupe de travail depuis 4-5 ans et j'ai également lancé un nouveau groupe de travail sur la fonction gestion des risques que je vais co-animer, que je co-anime depuis septembre. Je suis accompagnée de Jean-Marc et de François-Xavier qui vont également se présenter. Et avant toute chose, je remercie beaucoup l'Institut pour tout l'accompagnement qui a été fait pour la réalisation de cette cartographie. Et également un grand merci à l'ensemble des membres. Spécial dédicace à Philippe, à Véronique, et puis merci à tous. Voilà. Parole à François-Xavier. Est-ce que... Oui. Voilà. François-Xavier Nécry, donc je suis nouveau dans ce groupe de travail et j'y ai contribué parce que je pensais que c'était intéressant pour avoir exercé pendant pas mal d'années des activités de CRO. Et je trouvais que ça plantait un peu le décor et ça permettait justement d'avoir une bonne vue de ce que sont les risques et comment s'y adapter pas à pas, année après année. Bonjour, moi c'est Jean-Marc Écart. Je travaille dans une compagnie qui s'appelle Préparvie, filiale du groupe Brel, filiale assurance. Dans une ancienne vie, j'ai été fonction clé risque. Maintenant, j'ai changé un petit peu d'univers. Je suis fonction clé actuarielle. Je suis dans ce groupe de travail, je crois, c'est ma deuxième année ou troisième année. Donc l'année dernière, on a fait la présentation ensemble avec Isabelle. Voilà ce que j'ai à dire. On va démarrer. Du coup, voilà, donc la cartographie des risques a été commandée par l'Institut des actuaires dans l'idée d'avoir une production récurrente et annuelle. Donc, on en est à la 4e édition et donc notre objectif est à la fois de recueillir des évolutions qui sont envisagées par les actuaires au niveau de la collecte et de la prestation, selon les différentes activités en assurance de vie et non-vie. Et tout le travail qui nous semblait intéressant était de recueillir quels pouvaient être les facteurs explicatifs possibles et puis de capter quels étaient, selon les évolutions constatées, les facteurs explicatifs qui étaient les plus importants par année. En plus de ça, on a aussi travaillé sur l'identification d'un certain nombre de facteurs de risque qui étaient les plus importants pour un horizon de 1 à 3 ans sur ces mêmes activités. Nos branches d'activité, sans surprise, donc on a l'assurance de personnes et les assurances de biens et responsabilités, et on a choisi de les classer de cette façon-là, épargne retraite, santé, et on a regroupé la prévoyance emprunteur dépendance. Côté assurance de biens de responsabilité, on a identifié l'automobile d'un côté, biens de particuliers et les professionnels. Petit rappel pour la méthode, donc comme on est dans un processus régulier de production, donc on a 4 phases classiques de processus avec une phase de cadrage, d'actualisation, l'envoi du sondage et l'analyse, et puis aujourd'hui la communication qui sera également faite sur notre site, l'Institut des actuaires. Donc dans le cadrage, on repart en général après la journée 100% actuaire et on se repose les questions à savoir qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, quels seraient nos axes d'amélioration sur le questionnaire et sur la restitution et quels sont les travaux à mener pour l'année à venir. Donc, pour notre actualisation, on a pu interviewer un certain nombre d'experts qui occupent soit des postes de directeur des risques managers, des secrétaires généraux ou directeurs des assurances. On a eu la chance de pouvoir interviewer directeur des risques de la CPR, de AMA, de Crédit Agricole Assurance, TLM, du groupe Maïf et de ProBTP. Voilà, tout ça nous a permis d'affiner nos facteurs de risque et nos facteurs explicatifs. Donc, en synthèse, pour retrouver le contenu de l'enquête, donc on avait une première question autour de l'expérience de la personne dans cette activité. Et ensuite, on pose des questions autour de la collecte et du chiffre d'affaires sur les évolutions en termes de montant qui étaient constatées à fin mars 2024 en glissement annuel.
et ont demandé à l'issue de cette évolution quels étaient les facteurs qui pouvaient expliquer cette évolution. De la même façon sur les sinistres et les prestations. Et enfin, une quatrième question autour des facteurs de risque qui pouvaient impacter cette activité sur un horizon de 1 à 3 ans. En synthèse, au niveau des réponses, donc on a beaucoup travaillé entre novembre et avril pour affiner ces facteurs explicatifs et ces facteurs de risque. Et on a pu récolter 322 réponses contre 306 l'année dernière. Et comme les années précédentes, on a toujours plus de réponses sur les branches d'assurance de personnes, avec 205, et comparativement aux assurances de biens et responsabilité, 129. Donc là, on arrive à la synthèse des résultats au global. Donc, on peut observer en croissance, une évolution en croissance sur les activités toutes confondues au niveau de la collecte et de la sinistralité. Donc, c'est ce qu'on va illustrer dans les graphiques suivants. Je ne sais pas si François-Xavier, tu... les facteurs explicatifs déterminants au niveau de l'assurance de personnes pour la collecte, c'est plutôt autour de la stratégie commerciale. Et au niveau des prestations, donc tout ce qui est lié à la concurrence et hausse du coût du risque. Au niveau des assurances de biens, que ce soit la collecte ou la prestation, les facteurs explicatifs sont le contexte économique avec notamment l'inflation, la hausse des tarifs et des dérives des coûts des réparations. Et enfin, sur les risques potentiels sur un horizon de 1 à 3 ans, au niveau des assurances de personnes, les évolutions réglementaires, fiscales, ainsi que les risques de marché pour l'épargne et la retraite sont prédominants. Le changement climatique et les catastrophes naturelles sont plus cités en assurance de personnes et professionnelles. Et enfin, sur les assurances de biens et responsabilités, ce qui prédomine sont l'impact de la réassurance, le contexte économique, les changements climatiques et l'évolution de la matière assurable. Dans la suite, on va plutôt se focaliser sur l'assurance de personnes qui sera présentée par Jean-Marc. Voilà un aperçu des résultats au niveau de la collecte. Voilà ce qu'on a pu capter comme réponse. Donc, selon les 6 activités interrogées, et en se posant la question, est-ce que l'évolution elle est positive, sans changement, négative ou je ne sais pas. Donc on voit une évolution positive sur toutes les activités et également de la même façon sur les prestations. Donc, dans le document, vous retrouverez en annexe les comparaisons avec les années précédentes aussi et le détail sur l'ensemble des activités. Merci Isabelle. Je vais reprendre la main sur l'assurance de personnes. Donc, comme on a vu qu'effectivement, il y avait plus de répondants sur l'assurance de personnes, on a choisi de détailler cette partie d'enquête-là en reprenant les 3 activités citées. Donc, comme l'a précisé Isabelle, effectivement, nous allons poser des questions sur la collecte, les prestations sinistres et les facteurs de risque à horizon 1-3 ans. Donc, on va repasser en détail. Donc là, c'est un zoom de ce qui vient d'être montré. Comment se lit ce graphique-là? En haut, vous avez la réponse de 2024, en dessous, celle de 2023. En bleu apparaît globalement les constats des interrogés qui constatent que c'est positif, la collecte est positive. En violet, ça n'a pas changé. En rouge, c'est négatif. Et en gris, c'est ils ne savent pas. Donc, le premier constat, effectivement, c'est qu'on reste à peu près sur la même progression de collecte constatée. Le deuxième constat qu'on peut faire, effectivement, qui est assez récurrent, alors je sais peut-être par rapport à la date du sondage qui a été fait, la partie je ne sais pas est toujours plus importante en 2024 que 2023. Donc on supposait que c'était lié à la date d'émission du sondage, mais c'est peut-être pas ça non plus, je ne sais pas pour quelle raison. Donc ici, si on rentre maintenant un peu plus en détail sur l'année 2024, comme l'a dit Isabelle, effectivement, on a demandé de classer le constat des collectes par catégorie, donc au-delà de 10%, entre 5 et 10, entre 0 et 10, un changement, etc. Ce que l'on voit ici, c'est qu'effectivement,
il y a quand même 23% des 21. Net qui, oui, ben, je vois pas bien, c'est fou. C'est pas en face. C'est ça l'âge. Désolé. 21% des répondants qui constatent effectivement une hausse supérieure à 10% de la collecte. Si on compare ça avec les chiffres qu'on a rappelés en bas là, sur le France Assureur, où le France Assureur constate qu'il y a 13% de hausse sur le premier semestre 2024 et 5% sur 2023, on est plutôt dans le même. Enfin, c'est plutôt cohérent. Voilà, parce qu'effectivement, le sondage est sorti plutôt sur le premier trimestre de l'année 2024. Donc on est a priori sur le même niveau de constat. Maintenant, les facteurs explicatifs qui ont été donnés à cette hausse de collecte, ben, c'est tout d'abord, effectivement, assez loin devant, je dirais, tout ce qui est politique de souscription et stratégie commerciale. Alors, ce qui a été cité, ça a été effectivement la hausse des taux servis en épargne, tout ce qui offre, comment ça s'appelle, les bonus sur les fonds euros. Et aussi, ça a été cité le nouveau, enfin le nouveau, plus trop nouveau, mais le plan épargne retraite, ça a été pas mal cité aussi sur cette hausse de collecte. Après, bon, vient classiquement, on va dire, le marché financier, les contextes économiques. Alors, nous n'avons pas mis les facteurs explicatifs pour les gens qui ont constaté une baisse, puisqu'effectivement, il y a moins de constats de baisse, mais c'est vrai que c'est un effet miroir par rapport à là, où le facteur principal est la concurrence, en fait. Donc, on constate qu'effectivement, il y a une baisse de collecte à cause de la concurrence. Maintenant, si on passe sur les prestations, donc le même découpage, le même type de graphique, on voit que c'est peut-être moins marqué que l'année dernière, la hausse, mais c'est toujours la hausse des prestations qui l'emporte. On reconstate toujours ce je ne sais pas qui est beaucoup plus important. Et si on regarde un peu plus en détail, et en comparant avec les chiffres de France Assureur, France Assureur constate sur le début 2024, premier semestre, une baisse des prestations. Et sur l'année 2023, c'est une hausse de 14%. Alors ici, effectivement, on est plutôt sur une hausse constatée, mais c'est toujours pareil. L'effet date à laquelle est posée la question doit jouer. C'est qu'effectivement, on est quand même plutôt positif si on regarde sur 2023 et début 2024, si on additionne les deux. Donc on est encore une fois assez cohérent. Les réponses sont assez cohérentes à ce que trouve France Assureur. Oui. Alors, effectivement, la question a été posée. Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, sur un an glissant, peut-être que là-dessus, il faudra qu'on revoie le libellé de la question. Parce qu'on peut comprendre ça, soit c'est sur de mars 2023 à mars 2024, soit les gens considèrent que c'est le premier trimestre 2024 comparé au premier trimestre 2023. Donc il peut y avoir un petit problème d'interprétation. C'est pour ça que c'est compliqué de comparer avec les chiffres. C'est pour que je suis assez prudent sur. Voilà, c'est que ça donne les tendances. C'est que globalement, les gens se disent, okay, ils ne sont pas forcément en compagnie en plus. Donc ça peut être des consultants qui n'ont pas forcément une vision et donc on donne un sentiment général. Donc voilà, mais c'est effectivement plutôt un côté positif. Voilà, c'est le coup de la tendance qu'il faut retenir que la comparaison précise. Voilà. À mars 2024, premier trimestre 2024, ils sont plutôt effectivement c'est plutôt une hausse des prestations. Voilà. J'ai choisi d'attendre la clôture annuelle pour avoir des chiffres arrêtés au 31-12. Mais les choses allant très vite, les facteurs, les activités évoluant très vite, on voulait aussi capter un petit peu ce premier trimestre qui est aussi important. Voilà, et pas être trop en décalage par rapport à l'actualité. Donc, les facteurs explicatifs de cette hausse de la prestation, il n'y a pas de, on va dire, de mystère par rapport à ça. C'est d'abord la hausse de la concurrence qui est citée en premier. Alors, ce qui est cité réellement, c'est bien la concurrence entre assureurs vie, avec effectivement la hausse des taux qu'il y a eu. L'évolution des compositions des portefeuilles, ce qui a été dit, c'est l'ancienneté des portefeuilles. Effectivement, il y a plus de rachats ou lancer l'âge des assurés. Et après, un troisième point, le contexte économique avec le besoin d'épargne pour certaines dépenses, notamment sur tout ce qui est achat immobilier, achat de voiture, etc. Oui, c'est-à-dire qu'il y a eu il y a plus de rachats.
Voilà, à moyen, plus de sorties. Voilà. Mais il y a une collecte plus importante aussi, ce qui fait que la collecte nette peut être positive. Voilà. Mais en pourcentage, effectivement, les constats, c'est de dire qu'il y a une augmentation. Alors, sur l'année 2000, effectivement, c'est ce qu'on disait, sur la France Assureur, c'est plus 14%. Effectivement, les gens qui ont répondu en début d'année ont ce chiffre-là en tête, voient que les rachats ont augmenté. Dans notre compagnie, les rachats ont augmenté, mais aussi les collectes aussi ont augmenté. Ne demandez pas, effectivement, sur la collecte nette, séparez bien le collecte brut. Voilà. Maintenant, le troisième point sur lequel on a posé des questions, c'est les facteurs de risque à horizon 1-3 ans. Alors, pour lire ce graphique-là, à gauche, vous avez les réponses de l'année 2024, les 5 premiers facteurs cités, et à droite, ceux de 2023. Donc, on ne s'étonne pas de trouver les taux d'intérêt, la hausse ou la baisse des taux d'intérêt en premier. Le seul petit changement, c'est l'immobilier qui est peut-être un peu moins prégnant cette année par rapport à l'année dernière. Sinon, après, il n'y a pas de changement avec les risques actions, l'évolution de la fiscalité et les actifs illiquides, tout ce qui est equité notamment. Si on regarde un peu plus en détail la réponse sur 2024, donc on voit qu'en fait, la hausse d'intérêt arrive très nettement en premier, c'est le premier barre en haut. Ce qui est marqué en rouge, c'est tout ce qui est les risques de marché. Donc on ne s'étonne pas qu'en épargne, c'est bien le principal risque. La seule petite, alors je ne sais pas si c'est une petite interrogation, le point qui pourrait surprendre, c'est ce qui est en vert, le risque de durabilité, qui reste un sujet d'actualité importante. On voit ici qu'elle arrive très loin. Alors notre interprétation, c'est de dire qu'effectivement, nous avons demandé un facteur de risque à horizon 1-3 ans. C'est vrai que pour l'épargne retraite, c'est peut-être pas un horizon aussi court qu'il faut le considérer. Mais voilà, il arrive effectivement en position, alors 7e ou 8e position par rapport à tous les autres risques. Avant de passer à l'autre activité, je ne sais pas si François-Xavier, tu voulais rajouter un mot sur l'aspect épargne retraite. Oui, forcément. Dans tous ces risques-là, tous ces facteurs de risque-là, il y a toujours des liens. C'est-à-dire qu'effectivement, ils sont corrélés. Donc après, le choix de dire quel est le risque principal que les gens relèvent. Mais c'est vrai que c'est impossible de sortir des risques décorrélés. Capacité, après, dans un sondage comme ça, leur faire estimer la corrélation, ça serait compliqué aussi. Mais effectivement, beaucoup de risques sont corrélés. On en reparlera après sur la santé aussi, puisque c'est toujours le même aspect-là. Mais si on regarde, en fait, globalement, on a une réponse assez classique. Les gens sont sensibles au rendement qu'ils voient dans les journaux, à la télé, etc. Et le risque de durabilité qui, en fait, concerne toutes ces lignes, si on creuse un peu de manière indirecte, lui n'est pas perçu à 1 ou 3 ans comme quelque chose d'important en épargne. On verra plus tard, quelque part. Là où, effectivement, si on a une maison qui a été inondée, si on a les phénomènes de subsidence sur une maison, ça demeure quand même beaucoup plus concret et ça demeure un risque maintenant, là, tout de suite. Savoir si les taux français vont évoluer de telle ou telle manière en fonction de tout ce qui peut se passer en réchauffement climatique. Oui, il y a un lien, mais tout le monde le voit certainement de manière moyen terme, long terme, et pas du tout à 1 ou 3 ans. Là, peut-être que le point qui est important sur cette slide, c'est 1 ou 3 ans et la vision choc court terme. Merci François-Xavier. Nous allons passer maintenant à la santé, toujours au même découpage. Donc ici, on voit nettement que les hausses des collectes qui a été constatée, comme l'année dernière. On voit toujours ce petit phénomène sur les je ne sais pas qui est augmenté aussi. C'est étonnant. Bon. Si on regarde un peu plus en détail ici les répondants, ça a été coupé la slide, on ne voit pas bien le chiffre de France Rassureur sur 2023. On n'avait pas les données, on a oublié de mettre les données sur le premier semestre 2023, peut-être qu'on ne les a pas eues.
où c'est plus 5,7%. Donc ici, effectivement, on va dire, cohérent avec les réponses. Les constats vus par les interrogés sont cohérents avec ce que relève France Assureur et la hausse majoritairement. Quand on regarde en fait les facteurs explicatifs, c'est l'inflation des coûts médicaux. Alors on est sur la collecte. Alors je ne sais pas si c'est le terme, la course à l'échalote, c'est qu'effectivement, c'est toujours la hausse des cotisations sont anticipées par rapport à se fait par rapport à la hausse anticipée des prestations. L'objectif, c'est effectivement de ne pas faire une hausse trop importante pour éviter à cause de la concurrence qu'il y a sur ce marché-là. Donc c'est pour ça que c'est le premier facteur, c'est qu'effectivement, les coûts médicaux augmentent, donc on augmente les primes. Donc c'est un effet sur la collecte. C'est la première chose. Après, il y a effectivement l'évolution réglementaire, donc ça on entend parler tout le temps avec la poursuite des transferts de charges vers les mutuelles complémentaires qui fait effectivement augmenter, donc là aussi on a une corrélation sur le facteur qui fait augmenter mécaniquement les primes les années suivantes. Ensuite, effectivement, bon, quand on regarde, il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont constaté des baisses, mais ceux qui constatent les baisses, effectivement, c'était plutôt lié à une volonté de ne pas faire accroître leur portefeuille santé. C'est les réponses qui étaient marquées. Et c'est très peu d'interrogés qui ont marqué ça, donc il n'y a pas de slide dessus. Sur les prestations, toujours pareil, j'ai l'impression de me répéter, c'est toujours le même phénomène. Les prestations augmentent, c'est vrai que c'est pas étonnant, hein, on est quelque chose sur lequel on s'attend. Les facteurs explicatifs, le détail, effectivement, on constate quand même que il y a quand même une forte. Enfin, ce qui a été constaté, c'est que si on regarde entre les deux barres du haut, c'est entre 5, au-delà de 5%, il y a quand même 45% des personnes interrogées qui constatent une hausse supérieure à 5% en mars 2023. Ce que constatait France Assureur, c'était 3,5%. Effectivement, les interrogés, eux, voient une prestation un peu supérieure. Dans les facteurs explicatifs, en fait, on a exactement les mêmes, les deux premiers que pour la collecte. C'est symétrique entièrement. Et c'est les mêmes causes, puisque, comme j'ai dit, c'est la prime, c'est lié à la prestation et c'est un petit jeu permanent sur la santé. Donc, on a les mêmes facteurs explicatifs sur ce point-là. Oui, ça n'a pas été séparé. En fait, il y a déjà 6 activités avec les 6 questions. Ça fait déjà beaucoup de questions. Et donc après, derrière, tout le monde n'a pas envie de répondre à toutes les questions. Donc voilà, c'est un équilibre à trouver qui est assez compliqué. Voilà, quand on voit les réponses après, on se dit, tiens, pourquoi ils n'ont pas répondu à ça? Bon. Si on passe maintenant aux facteurs de risque à horizon de 1-3 ans, alors on a l'impression ici que ça a un peu plus bougé, effectivement, par rapport à l'épargne, où c'était assez stable. Alors, il s'avère qu'effectivement, le terme inflation des coûts médicaux, qui peut être vu comme quelque chose un peu générique, qui peut être interprété comme ça, corrélé à tout le reste, en fait. C'est vrai que comme c'est quelque chose qui a été, entre guillemets, relevé par les interrogés les années passées, on a rajouté cet élément-là cette année, qui rentre directement en deuxième position. C'est facile d'écrire inflation des coûts médicaux. Et ça fait disparaître la concurrence du classement en 2024 dans les 5 premiers. Mais on voit effectivement le premier, c'est évolution réglementaire. Alors si je regarde maintenant un peu plus en détail sur 2024 ce que ça donne, donc on voit effectivement l'évolution réglementaire et l'inflation des coûts de traitement des soins médicaux. Alors ici j'ai mis deux couleurs. La couleur en rouge c'est marqué morbidité, donc en fait c'est peut-être le seul point entre guillemets d'étonnement, qui est que les risques liés réellement à l'état de santé des assurés, en fait, le premier, ça arrive en troisième position. C'est vraiment les deux premiers risques que les gens voient, c'est exogène en fait au risque assuré, puisqu'il s'agit juste d'une réglementation qui change, ou juste effectivement de l'inflation des coûts médicaux, on peut dire, l'augmentation de l'inflation de façon générale. Et non pas la hausse du risque qui arrive en troisième position. Donc c'est la vision qu'avaient les interrogés
ce point-là, qui est en fait la même chose que la dernière. Avant de passer à la dernière activité, François Xavier, tu veux dire un petit mot? Oui, juste reprendre ce que tu disais. Le point, moi, qui m'a interpellé, c'est que tout ce qui est risque psychologique, etc., et d'arrêt de travail, par exemple, au Royaume-Uni, ne sont pas représentés dans ce graphique. La vision sur le marché français est visiblement très différente de ce qu'on observe sur d'autres marchés un peu comparables en Europe. Et effectivement, on reste sur des risques, des facteurs de risque historiques, plus que sur les tendances de fond qu'on voit chez nos voisins. Merci François Xavier. Donc maintenant, si on passe aux dernières activités de l'assurance de personnes, alors ici, on les a condensées un petit peu, parce que comme le temps est assez compté, on a réduit le nombre de slides, c'est un peu plus surchargé, désolé, mais ça présente la même chose. Je n'ai pas remis le détail de l'enquête. Donc on voit toujours en haut l'évolution de la collecte. On voit toujours que c'est toujours plutôt positif, même si c'est moins marqué que l'année dernière. Donc ici, c'est un peu plus délicat déjà, quand on commence à rassembler plusieurs activités dans le même thème, prévoyance, emprunteur, dépendance. On aurait pu faire des questions séparées, mais on n'en finissait plus le questionnaire, quoi. Il fallait 1 heure ou 2 pour que les interrogés puissent répondre à tout. Pourtant, il n'y a pas beaucoup de questions, mais bon, le fait d'avoir découpé par activité, ça complique les choses. Donc, cette hausse de collecte, quand on regarde en bas à droite, effectivement, j'ai remis les chiffres de l'assurance emprunteur, enfin, de France Assureur, donc avec une hausse de 14% pour l'emprunteur, 4,2% pour la temporaire d'essai et 4,5% pour la dépendance. Donc, c'est plutôt effectivement une vision sur le marché qui est une collecte positive, hein, qui augmente. Voilà. Et les facteurs explicatifs, c'est ce que l'on voit ici, c'est carré en tête, c'est tout ce que c'est politique de stratégie commerciale. Moi, j'aime bien appeler ça politique de souscription, mais ça, c'est mon côté fonction actuelle qui doit donner un avis dessus. C'est des formations professionnelles. Voilà, mais donc effectivement, ce qui a été cité, c'était l'adaptation, enfin les modifications des offres de l'offre produit. Ce qui a été marqué là sur l'offre produit, ça a été essentiellement pour tout ce qui était emprunteur, avec la loi Lemoine, où beaucoup de sociétés ont revu leur contrat pour dynamiser effectivement leur collecte. Et après, il y a bien effectivement le contexte économique et évolution réglementaire. Il n'y a pas eu d'éléments cités particuliers par rapport à ces deux facteurs-là. Maintenant, on regarde les prestations. Donc ici aussi, on voit toujours une hausse des prestations. Je ne vais pas repréciser, mais la petite case grise, on voit aussi qu'elle a toujours augmenté, même sur cette activité-là, sur la collecte. Pareil sur l'activité, enfin sur les prestations. Il y a toujours effectivement une hausse des prestations qui est constatée. Alors là, il n'y a même plus les chiffres de France Assureur. Bon, je ne sais pas pour quelle raison et je ne l'ai pas en tête, désolé. Mais en principe, il doit y avoir un petit carré, mais je ne me souviens pas le chiffre. Bon, ben voilà, mais c'est pas grave. Tout ça pour dire qu'effectivement, les facteurs explicatifs, ça se tient dans un mouchoir de poche, on va dire, les 3 premiers, avec l'évolution de la composition du portefeuille, l'augmentation des affections et infections, et l'évolution de la fréquence des sinistres. Alors, ce qui a été cité effectivement dans l'évolution des compositions du portefeuille, c'est essentiellement le vieillissement du portefeuille. Effectivement, il y a eu l'assurance décès, plus les gens vieillissent et plus ils ont tendance à mourir, malheureusement. Après est intervenu aussi dans l'évaluation de la fréquence des sinistres, qui a été cité, c'était l'augmentation des arrêts de travail. Et pour l'augmentation des affections et infections, ce qui a été cité, ça a été les troubles psychologiques. Enfin, c'est les éléments qui ont été cités par les interrogés sur comment ils expliquent, eux, leur prestation, la hausse de leurs prestations. Si on passe maintenant aux facteurs de risque, à horizon 1-3 ans sur ces activités-là, alors ici, ça bouge quasiment pas. Il y a eu un entrant à la place du sortant. C'est presque pareil que tout à l'heure sur la santé. La concurrence est sortie. Et le contexte économique est apparu. Effectivement, c'est un nouveau facteur économique que l'on a mis.
donc il rentrait directement en numéro 2. Si on regarde un peu plus en détail les réponses et les pourcentages, comme pour la santé en fait, donc en rouge c'est la morbidité, c'est exactement la même conclusion. Ça arrive en troisième position. Au début, c'est effectivement ce qu'on a dit tout à l'heure, ce qu'on a vu à chaque fois sur ces facteurs de risque. L'évolution réglementaire ou évolution de la fiscalité, on va dire, sur l'assurance, ou réglementaire de façon générale sur les autres activités, c'est pour l'assurance de personnes ce qui arrive dans les 2 premiers à chaque fois. Donc le risque, effectivement, enfin, que ressentent les actuaires interrogés, c'est cet aspect réglementaire. Et pour repasser les slides qu'on vient de passer, on voit que c'est soit premier, soit deuxième, c'est toujours l'évolution réglementaire. Je ne sais pas si tu veux me dire un petit mot sur cette partie-là, François-Xavier. Peut-être qu'il y a aussi des dépendances en fait, entre les lignes, entre le contexte économique, les évolutions sociétales, avec les troubles psychologiques, et de la même manière, tout ce qui est morbidité. En fait. Donc, c'est certainement un point à creuser sur le futur. On est arrivé sur les questions-réponses avant de conclure après. Je ne sais pas s'il y a des questions, des remarques. Parfait. Non, mais comme il y a une transition directe, c'est bien, on va être en avance, comme ça, ceux qui vont prendre notre place auront 5 minutes d'avance. Pour le temps, ils auront le temps de s'installer. Alors pour conclure, donc, on vient de finir cette 4e édition et donc vous allez retrouver l'ensemble de ce document avec beaucoup plus de détails. Les facteurs qui sont présentés ici, par exemple, ils sont beaucoup plus détaillés dans les questions et dans les réponses pour apporter de l'information justement dans vos fonctions pour vous aider à mieux identifier en termes d'évolution réglementaire qu'est-ce qu'elle peut être précisément. C'est ce qui nous prend en général beaucoup de temps de mettre à jour d'une année sur l'autre. Et c'est aussi la raison qui nous a poussé à monter ce groupe de travail, c'était de pouvoir se distinguer des autres cartographies de places qui existent et qui ont toutes leur place, qui sont de référence, par exemple celle de France Assureur, celle de AXA, Allianz. Donc on avait essayé, on a voulu trouver un nouvel axe qui pouvait vous apporter de l'information, donc en ciblant plutôt sur l'activité et pas forcément sur les risques macro comme ce qui peut être dans les autres cartographies. Voilà, donc on essaye d'apporter de l'information pour vos travail. Pour la suite, donc la 5e édition, donc on va se reposer la question de qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, quelles seront les personnes à interroger pour affiner justement ce détail des facteurs explicatifs et de risque pour savoir si on est toujours pertinent, si on doit en enlever, en ajouter. Voilà, et puis on est toujours preneur de toutes les bonnes idées. Dans les années précédentes, on avait mis un glossaire qui apportait aussi de l'information sur tel et tel risque. Donc dans le glossaire, on a une dizaine ou une quinzaine de risques qui ont été traités. On identifie une définition classiquement, on essaye d'apporter des références avec de la data si elle est possible, les méthodes qui sont utilisées également. Et enfin, donc, ce groupe de travail il vient aussi en parallèle avec la création du groupe de travail sur la fonction gestion des risques. Donc, quelque part, cette cartographie est un outil de la fonction gestion des risques. Donc, voilà. N'hésitez pas à nous rejoindre et à nous apporter vos bonnes idées et à contribuer à nos travaux. Merci de votre... Ah, merci. Oui. Oui, on l'a affiné, on l'affine un petit peu, mais oui, on essaye d'avoir un processus. C'est-à-dire qu'effectivement,
revoit par rapport aux réponses qu'il y a eu. Les interviews qui sont faites, comme a dit Isabelle, à certains responsables risques, directeurs des risques, etc. Prendre, on va dire, de la température. Cette année, effectivement, on a eu la chance de rencontrer quelqu'un de la CPR, avec une vision assez macro sur ces éléments-là, pour effectivement, donc, ce qui nous fait rajouter dans l'enquête certains facteurs de risque donc, qui apparaissent des fois, même si effectivement, des fois, on pourrait se dire qu'il ne faut pas le mettre parce qu'il est trop générique, les gens vont le récupérer, ils vont mettre celui-là au détriment d'avoir un peu plus de finesse dans l'explication. Et comme ça a été relevé, recité par différentes personnes, entre guillemets, mais ça, voilà, chaque année, ça évolue, mais on essaie de faire évoluer à la marge pour que ce soit comparable d'une année sur l'autre. C'est comme ça qu'on a fait la présentation, pour essayer de voir la comparabilité. Sinon, si on change tout, oui, alors l'objectif c'était vraiment de faire quelque chose d'assez large. Voilà, c'est l'Institut d'acteurs qui souhaitait, voilà, mais après de faire un zoom, effectivement, il est possible de faire un zoom, mais ça c'est plutôt lié dans les groupes de travail sur cet aspect-là, sur l'aspect santé. Il y en a certains groupes de travail sur le sujet qui peuvent répondre à ces questions-là. Là, on va dire que notre guideline, c'est de dire, OK, on veut quelque chose qui ressemble à une cartographie des risques, un peu spécifique par activité. Voilà, et c'est pour ça que ça donne cet aspect-là. Mais après, c'est pas notre rôle. On n'est pas dans notre rôle de dire on va se concentrer uniquement sur la santé et détailler avec un questionnaire, etc., sur la santé. Il y a d'autres groupes de travail, l'Institut d'acteurs, qui font ça mieux que ce groupe de travail-là. Voilà. C'est vrai. Après, si on casse le rythme, on perd l'historique qu'on essaye de mettre en place. Voilà. Quand ça, voilà, si on voit la progression des risques, le graphique où on met les 5 premiers facteurs de risque, si chaque année, si une année on ne l'a pas ou on ne met pas du tout les mêmes, ben c'est plus comparable. Voilà, c'est pour ça que c'est l'exercice, on essaie de trouver le bon équilibre. Voilà. On va laisser la place parce qu'il paraît que ça s'enchaîne directement avant qu'on se fasse tirer les oreilles par les organisateurs. Merci.